Bonjour à tous, beau dimanche, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, avant de vous retrouver à 11 heures pour ma chronique sorcellerie et vieux grimoire sur Witches Radio, je voulais vous raconter une histoire que j'aime particulièrement, qui est l'histoire de Mélusine. Parce que Mélusine est très chère à mon cœur, je l'ai rencontrée en Lusignan, je l'ai rencontrée déjà quand j'étais petite fille, de nombreuses fois, et quand je suis repartie à Lusignan, donc pour la retrouver quand j'ai été en âge d'aller sur son territoire, ça a été vraiment quelque chose d'époustouflant pour moi. Et depuis, nous restons, enfin je suis toujours en contact avec cette créature merveilleuse qu'est Mélusine et fort méconnue. Et c'est la légende de Précine et de Mélusine que je vais vous conter ce matin en podcast. Voilà. Alors, avant tout, je voulais vous remercier aussi pour votre présence hier soir au cours de l'émission à laquelle Alina m'a invitée dans les murmures du chaudron. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des questions, il y a eu des petits soucis avec le chat, donc c'était compliqué de répondre. Ça a bugué plusieurs fois, donc voilà, j'ai pas du tout, en fin de compte, j'ai plus du tout suivi ce qui se passait, les conversations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur mon email via Witches Radio, hein, yabium@witchesradio.fr. Voilà, il n'y a pas plus simple. Eh bien, ce matin, donc comme je vous dis, nous allons parler légende. Je vais vous parler de la légende de Précine et de Mélusine. Alors, je tiens tout d'abord à vous dire que c'est un court résumé de la grande histoire de Mélusine de Lusignan. C'est un de mes livres de chevet, le roman donc écrit par Jean d'Arras reste mon préféré. Et je vous invite vivement à lire cette légende au grand complet, parce que c'est une grande source d'inspiration et une grande leçon à retenir. Bien, commençons. Alors, tout commence le jour où Elinas, le roi d'Écosse, sème ses suivants au cours d'une partie de chasse. Le voilà maintenant seul, sur son cheval au beau milieu de la forêt, savourant une tranquillité qui lui est si peu familière. Le roi finit par déboucher dans une grande clairière au milieu de laquelle se trouve une fontaine. C'est un lieu absolument magnifique. Dans ce lieu enchanté, la fée Précine, reine des fées d'Écosse, est en train de se baigner. Elle n'entend pas le roi s'approcher. Elle est d'abord surprise, puis elle reconnaît le roi, qui reste interdit, les bras ballants, devant une telle apparition. En un clin d'œil, des sommets du pouvoir, des cimes de la richesse tout roi qu'il est, le roi Elinas tombe en amour. La fée est sortie de la fontaine et se tient devant lui, magnifique, élancée, si peu vêtue. Et le cœur du roi Elinas, roi d'Écosse, bat la chamade, galope même. Son cœur se rend à cette femme qui paraît si fragile, à cette reine de l'autre monde. « Je m'appelle Précine, lui dit la fée. Je suis reine de mon peuple. Et nos deux destins sont désormais intimement mêlés. Je sais lire les signes déchiffrés dans les cœurs, sans jamais me tromper. C'est un de mes pouvoirs. Nous allons nous marier, mon roi. Mais avant, tu dois me promettre que jamais tu ne chercheras à me voir du temps de mes couches. » Ainsi parle la fée, et le roi follement amoureux fait le serment attendu. Leurs épousailles royales sont bientôt célébrées. Le bonheur règne sur le pays. De leur union naissent 3 filles, Mélusine, Mélior et Palestine.
Ils sont heureux, du moins pendant un temps. Matakas, le fils maudit premier-né du roi, né d'un premier mariage, Matakas le jaloux, le fourbe, va semer le trouble dans l'esprit de son père. Pourquoi donc, mon noble père, mon puissant roi, pourquoi donc cet interdit, dites-moi? Il y a là-dessous, à n'en point douter, quelque mystère qu'on cherche à vous cacher, quelque trahison sur laquelle on ne voudrait pas que vous portiez les yeux, de peur de votre juste courroux. Ne point l'avoir le temps de ses couches. C'est insensé, vous êtes dans votre royaume. N'est-ce donc point vous qui commandez? Le roi est noble et fier. Au début, il refuse d'écouter les paroles de son fils. Manquer à sa promesse, il n'en est pas question. Pas question une seule seconde. Mais les secondes passent, et c'est bien plus long. Puis les jours, les mois, et le venin qui coule, intarissable. Le roi est peut-être noble et fier, mais il finit par douter. Ses démons le tourmentent. Il tente de résister. Mais un jour, Elinas, roi d'Écosse, entre dans la chambre où Pressine baigne ses trois petites. Alors la reine pousse un hurlement, et au-dessus du bruit, des larmes de ses filles, désespérées, elle lance à Elinas. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi déchires-tu nos cœurs? Désormais, et par ta faute, je suis perdue pour toi. Alors, sans un adieu, sans un dernier regard, elle disparaît en fumée, avec ses enfants, enveloppés dans leurs serviettes rouges. La baignoire est vide, l'eau s'est évaporée, et on raconte qu'Elinas, effondré de chagrin, la remplit de ses larmes. Pressine s'en est allée dans l'île enchantée d'Avalon. Elle va y élever ses filles pendant 15 ans. Chaque matin, un peu avant le lever du jour, elle conduit Mélusine, Mélior et Palestine au sommet de la montagne fleurie d'Éléonos. De là, elle contemple le lever du soleil sur les rivages d'Écosse que l'on devine au loin. Regardez, mes filles, c'est là que nous aurions dû vivre heureuses, si votre père n'avait pas manqué à sa parole. La joie, le bonheur auraient été notre quotidien, mais désormais nous sommes condamnés à cette misérable condition. L'amertume, la nostalgie hantent le cœur de Pressine, qui ressasse sans arrêt le récit de sa tragique épopée. Alors un jour, Mélusine, l'aînée des filles, réunit ses deux sœurs en secret pour les entretenir d'un plan qu'elle a conçu en secret. Pendant tout ce temps qui est passé, mes sœurs, j'ai bien réfléchi. Tout est la faute d'Elinas, de notre père. Nous sommes maintenant versés dans des sciences magiques. Ne croyez-vous pas qu'il serait juste qu'il paie encore plus durement le tourment dans lequel il nous a plongés? Les sœurs acquiescent et enferment le roi d'Écosse, Elinas, au cœur de la montagne de Northumberland, que l'on appelle encore Brumburio. Le voilà enfermé à tout jamais. Les enfants sont cruels. Misérable fille, leur dit leur mère quand elle apprend la nouvelle. Qui êtes-vous donc pour juger le destin? Qui croyez-vous être pour vous subsister à son bras vengeur? Qui pensiez-vous ainsi châtier? Vous n'avez plus votre place sur l'île enchantée d'Avalon, et nous devons, ce jour même, nous séparer à jamais, pour ne plus nous revoir. Puis, elle s'adresse particulièrement à Mélusine. Quant à toi, qui es la plus savante, toi, par qui tout est arrivé, écoute maintenant quel sera ton châtiment.
Tu seras désormais chaque samedi serpente du nombril jusqu'aux pieds. Si jamais tu parviens à te marier, ton mari ne devra jamais, au grand jamais, te voir sous cet aspect, ni connaître ton lourd secret. À cette condition, alors tu vivras et mourras comme une femme. Sinon, tu connaîtras la solitude et les tourments sans fin. Cependant, quoi qu'il en soit, tu seras la source d'une noble et courageuse descendance qui commettra de hauts faits. Adieu, ma fille, et ne reviens jamais. Les 3 sœurs furent séparées. Pressine est restée en Avalon, toute seule, avec ses souvenirs et son chagrin. Mélior deviendra reine des étoiles filantes et Palestine, princesse des cygnes blancs. Mais ce sont là d'autres histoires. La jeune Mélusine va par les chemins. Elle arrive en terre de France et erre dans les forêts du Poitou. Avec le temps, son cœur s'apaise, et une belle nuit, elle lit dans les étoiles qu'elle est désormais capable d'aimer. Alors, comme le soleil se lève du plus profond d'elle-même, jaillit un rire pur et cristallin. Le temps passe encore, et une belle nuit, elle lit à nouveau dans les étoiles que désormais, elle pourra aussi être aimée. Elle se rend alors à la fontaine de C, au milieu de la forêt de Colombier. Là, elle entre dans l'eau claire pour s'y baigner au clair de lune. Cette même nuit, le jeune Raymondin galope dans la forêt. Il fonce droit devant lui, ne fait rien pour éviter les branchages qui viennent lui déchirer le visage. Il a mal, la douleur le torture, car la fatalité a fait de lui un meurtrier. En effet, au cours d'un terrible accident de chasse, il a ôté la vie à son oncle Emery, le comte du Poitou. Et il galope pour oublier, si seulement il parvenait à oublier. Et sa monture hors d'haleine l'accompagne au bout de la folie. La chevauchée maudite débouche dans une clairière, où soudainement le cheval se met au pas. Raymondin pose pied à terre, et il s'approche de la fontaine. Le voilà hypnotisé. « Je t'attendais, » lui dit la fée. « Il n'y a aucun mot qui puisse te consoler, aucun acte qui puisse revenir contre le temps passé. C'est le destin, nous devons y faire face, car c'est le lot de toute créature qui pense et respire dans ce monde. » Alors Raymondin, en un clin d'œil, des profondeurs de sa folie, des abîmes de son désespoir, là où l'obscurité était si opaque qu'il s'y prenait les pieds et qu'il tombait toujours plus bas, eh bien Raymondin est illuminé par l'amour. « Comme j'avais froid, dit-il, mais quelle étrange chaleur tout à coup. Est-ce vous ? Non, ce n'est point moi, c'est toi. » Raymondin reste sans voix. « Je m'appelle Mélusine. Je vais t'accompagner et nous allons nous marier, Raymondin. Mais avant toute chose, tu dois me promettre, tu dois me jurer que jamais, jamais tu ne chercheras à me voir le samedi. À cette seule condition, nous serons heureux. » Et Raymondin fait le serment tant attendu. Mélusine lui conseille de retourner à la cour du nouveau comte de Poitou et de lui dire toute la vérité sur l'accident de chasse. Raymondin écoute son conseil et il est pardonné. Il obtient même, pour son mariage, le fief de Lusignan. Peut-être que la fée a tiré magiquement dans l'ombre les ficelles du destin en faveur de Raymondin. Qu'importe, les premières démonstrations au grand jour de ses pouvoirs sont spectaculaires. La nuit précédant les noces, elle bâtit une chapelle où a lieu la cérémonie. Et la forteresse de Lusignan dans laquelle le jeune couple s'installe. Le bonheur est là, le pays
devient très prospère. Chaque nuit, Mélusine fait construire des châteaux, des abbayes, des chapelles au petit peuple de la terre. Gnomes, lutins, farfadets, korrigans. À son service, de quelques pierres et d'un peu d'eau, érige les tours, clochers, dresse vers le ciel édifices et villes entières, avant que le soleil ne prenne sa course. Vouvant, Mervent, les forteresses de Tiffauges, Tallemont et Parthenay, la tour de Saint-Mexan, les tours de garde de La Rochelle et de Niort, l'église de Saint-Paul en Gâtine et bien d'autres, toutes ont eu le même architecte, Mélusine. Si un curieux surprend la bâtisseuse au travail, elle s'arrête et laisse le chantier en l'état. C'est pour cette raison qu'il manque une fenêtre à Mérigoutte, ou la dernière pierre de la flèche de l'église de Parthenay. Personne ne s'étonne, comme si tout était normal. Parfois, on entend son rire enfantin, qui soulage les peines les plus lourdes à porter. L'amour qu'elle partage avec Raymondin est sans faille, limpide comme l'eau de la fontaine de C. Et elle lui donne 10 enfants très étranges. Antoine porte à sa joue une griffe de lion. Guyon a un œil plus haut que l'autre. Geoffroy avec sa dent de plus d'un pouce. Euryane avec un œil rouge et l'autre pair. Oron, aux oreilles phosphorescentes semblables à celles d'un chien. Froidmont, Grenet, Thierry, l'homme singe. Raymond, qui est transparent. Armand, haut comme 3 pommes. Et Renon, le plus grand, mais dont la langue traîne par terre. La famille est riche, alors on ne se pose pas trop de questions. Mais tout de même, à bien y regarder, quand on y réfléchit un peu, ça saute aux yeux. Ce n'est pas normal, pas normal. Combien de matacasses pourrissent donc le monde? Combien de vipères? Raymondin a un frère, le comte de Forez. Écoute-moi, mon frère, c'est le souci de ton honneur et de ton renom qui guide mes pas. Ton bonheur seul m'importe et tu sais bien que je sacrifierai tout ce qui m'appartient pour toi. Mais écoute-moi, mon frère, on jase en ville. Tes enfants, ta femme, qui paraît-il se cache 1 fois par semaine. Si tu veux mon avis, et celui de beaucoup, elle pratique le coït. La corte bougresse avec le démon. Raymondin est noble et fier, alors au tout début, il refuse d'écouter les paroles de son frère. Manquer à sa promesse, trahir la confiance de son épouse, il n'en est pas question une seule seconde. Mais le temps passe et le venin distillé, corrosif, coule dans ses veines. On jase en ville. Tes enfants, ta femme, la corde bougresse, m'est avis qu'elle pratique le coït. Raymondin alors, comme Elinas autrefois, finit par douter. Sa confiance s'effrite, et un samedi, rongé jusqu'en son cœur crépitant, il se rend devant la porte interdite. Avec la pointe de son épée, il en perce le bois, et il peut bientôt voir tout ce qui se trouve de l'autre côté. Dans une immense cuve de marbre blanc, sa femme se baigne. Magnifique, elle peigne ses longs cheveux, nus de la tête jusqu'au nombril. Dans l'eau trempe une gigantesque queue de serpent, qui claque de temps à autre et projette des éclaboussures jusqu'à la voûte de la chambre.
Mais Mélusine s'aperçoit que son mari l'observe. Trahison, hurle Mélusine. Nous sommes, mon amour, par ta faute, tous deux damnés. Toi, parce que tu me perds à tout jamais, et moi, car je retourne au monde des esprits errants et sans abri. Alors elle disparaît par la fenêtre comme une tornade en poussant une longue plainte. On prétend cependant qu'elle n'abandonna jamais ses enfants, et qu'elle revint régulièrement toutes les nuits s'occuper d'eux, jusqu'à ce qu'ils fussent en âge de se passer d'elle. Ils grandirent, et selon la prophétie de Précine, donnèrent naissance à d'illustres lignées. 3 mois avant la mort de Raymondin, qui s'était fait ermite à Montserrat, Mélusine apparut, vision d'une femme tourmentée et gémissante, tournoyant seule en peine dans le ciel. De nos jours, on l'aperçoit encore lorsqu'une forteresse de la famille est vendue, ou bien encore lorsqu'un des héritiers de ses fils est proche du trépas. Âme damnée, âme perdue, âme en peine, Mélusine la fait rieuse, la fait bâtisseuse, Mélusine la fait amoureuse. Plus je dirais et plus je mentirais. Le récit de la fête est déjà la moitié de la fête. Un mot dit à l'oreille est parfois entendu de loin. On gagne toujours à se taire ce qu'on n'est pas obligé de dire. Méfiez-vous des histoires. Telle est la morale de cette histoire. J'espère que ce conte vous a plu et que vous aurez envie d'en découvrir plus sur cette merveilleuse fée. Eh bien, je vous souhaite maintenant un merveilleux dimanche et je vous dis à tout à l'heure sur Witches Radio pour ma chronique sorcellerie et vieux grimoire. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de magie et à tout bientôt pour un nouveau podcast magique.